Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de l'âme des jeux, les petits secrets des grands champions. Toujours avec vous, Christophe Bourgois-Costantini, coach mental et auteur des 100 meilleurs exercices, pas 100 000, 100 meilleurs exercices d'auto-coaching chez Diathéno. Lui qui nous avait prouvé précédemment que vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez. Bonjour Christophe. Bonjour ma chère Marie-Ange. Soie d'araignée ultra résistante, peau d'animaux thermorégulatrice, nage ondulante de toutes sortes de poissons dans l'eau. Saviez-vous par exemple que la coquille Saint-Jacques est à l'origine de l'invention de la tôle ondulée, Christophe? Saviez-vous aussi que les yeux anti-reflets des mouches ont permis la création de panneaux photovoltaïques? Alors nous savons maintenant à quel point les animaux et les plantes aussi ont pu inspirer depuis des centaines d'années les inventeurs, les ingénieurs, les architectes, les scientifiques. Cette science en grande partie empirique s'appelle le biomimétisme, et c'était déjà pratiqué visiblement par les Égyptiens antiques et Léonard de Vinci. Mais il n'y a pas seulement en science et en art, il y a aussi en sport. Que la science, que la nature et les plantes aussi sont alors utilisées, en tout cas dont dont s'inspirent les sportifs et certainement aussi les fabricants de tous les accoutrements, tout le matériel nécessaire justement à l'évolution de ce sport. Comment s'inspirer de la nature pour gagner? Voilà le thème de cet épisode aujourd'hui de l'âme des jeux. Puisque effectivement la nature nous inspire tous, que l'on soit humains ou animaux, elle nous inspire parce qu'elle nous permet de respirer, de nous ressourcer, de nous nourrir, etc. Mais évidemment, elle nous inspire de nouvelles techniques. N'est-ce pas Christophe Bourgois-Costantini? Bonjour. Oui, bonjour ma chère Marie-Ange. Non seulement elle inspire des nouvelles techniques, mais en fait elle permet aussi de s'immerger avec tous ses sens dans la nature. Ouais. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de deux sujets justement. Mm-hmm. Le premier, c'est comment la nature peut apporter du bien-être à des champions. Et le deuxième sujet, comment est-ce que cette nature peut inspirer le sport et la performance. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par le premier. Et j'avais une devinette pour vous. Ah tiens, même aujourd'hui vous avez une devinette Même pour moi. aujourd'hui, j'ai une Incroyable. devinette. Qu'est-ce que c'est que le Shirin-yoku? Pouf, c'est un art martial coréen. Non. Ce n'est ni J'ai un art tenté ma martial chance. coréen, ni un plat japonais. D'accord. Mais par contre, ça a quelque chose à voir avec le Japon. Parce qu'en fait, figurez-vous que cette intelligence de la nature, c'est quand même l'une des conditions de notre ancrage Ouais. dans le ici, le maintenant. Et le Shirin-yoku, ou l'art du bain en forêt, est intégré au programme national de santé publique au Japon depuis Waouh. les années 50. Il s'agit en fait de se promener dans un lieu boisé et de laisser l'environnement imprégner ses sens en éveil pour se déconnecter d'un environnement urbain qui oppresse. Là, le silence est de rigueur. Ouais. C'est en fait une philosophie de vie qui a à la fois un souci de préservation collective et individuelle et en même temps de retour sur soi-même. Il y a même des gens qui ont mis plusieurs millions de dollars pour mettre en évidence les effets de cette sylvothérapie. On observe en fait une baisse du rythme cardiaque et de la tension artérielle. On observe une réduction de la production du stress, Ouais. une amélioration du système immunitaire par l'inspiration des phytoncides, qui sont en fait des molécules sécrétées par les arbres, des bactéries, et bien évidemment un formidable apport de bien-être. Donc en fait, la sylvothérapie, si vous voulez, ou ces bains de nature, sont extrêmement utilisés par des champions. D'ailleurs, je ne sais pas si vous observez la télévision, à chaque fois, on vous dit là, il y a un match compliqué, on va faire une mise au vert. Ou lors des stages d'avant-saison, les équipes n'hésitent pas à faire voire en utilisant même des commandos marines pour aller dans l'eau, des choses comme ça, mais ou sauter en parapente, ou faire des choses un peu compliquées. Mais on utilise le vent, on utilise l'air. L'apnée, comme disait Jean-Pierre Vidal. L'apnée, exactement. L'utilisation de l'apnée. Exactement. Un deuxième exemple que je vais vous donner, c'est quand même un champion dans son genre. Ouais. Et je vais vous laisser aussi deviner qui c'est, en fait. On va dire que je vous donne un premier indice, il est breton, et c'est l'une des plus grandes fortunes de France, et j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui, et il disait ceci. « Fils de paysan, j'ai été élevé dans un petit village breton, au milieu de la nature, et mon regard s'est nourri des paysages, des fermes, des animaux. C'étaient mes musées, mes tableaux déjà. Très jeune, j'allais me promener dans les bois, dans la forêt de Brocéliande.
Mon premier mon métier a été la forêt, dans les arbres. C'est pas Édouard Leclerc, par hasard. Même si on les abattait pour les tailler en planches, j'ai besoin de cette nature pour mon équilibre. J'embrasse souvent les arbres. Ils me procurent une espèce d'énergie tellurique, une force vitale. Ils sont dans la durée, dans la solidité. Quoi qu'il arrive, un chêne, ça tient le coup. Mais qui est cet homme? François Pinault, figurez-vous. Ah, c'est pas vrai, j'aurais pas deviné. François Pinault. Et donc, vous voyez, même Djokovic, on vient de l'apprendre récemment, il a fait une interview au dernier... il fait des bains de froid. Alors, il a fait des bains de froid, mais ça, c'est la méthode Wim Hof, effectivement, c'est autre chose. Il a avoué à Melbourne qu'il embrassait les arbres très, très souvent. En fait, vous avez énormément de champions qui s'approchent de cette nature, et l'un des entraîneurs les plus fameux en athlétisme, que nous recevons d'ailleurs bientôt, pour parler de l'écoute de la piste, Guy Ontanon, écrit les choses suivantes, lorsque je l'interviewais. Enfant, je partais en forêt avec un appareil photo pour capturer des images de chevreuils ou de lapins. J'ai toujours eu un véritable besoin de me fondre dans la nature. Donc on voit bien que cette nature, elle apporte énormément de choses, elle inspire les hommes pour cette quête de sens, qui est quand même le logo de notre radio. De mon émission, parce que je ne sais pas si mes collègues vont être très contents. Ça permet bien évidemment d'appréhender le temps long, une forme de respiration. Et puis de garder les pieds sur terre quand on est champion. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé précédemment. On a la tête dans le guidon, on est dans son sport, on est dans sa discipline. Et ça fait du bien de voir un peu autre chose, d'écouter les petits oiseaux, de lever les yeux au ciel et puis... souffler un peu, quoi. Et vous le savez, vous avez totalement raison, j'ai passé beaucoup de temps avec Rafael Nadal et il me confiait quelque chose que le grand public ne sait pas. En fait, Rafa, pour enlever toute son énergie négative ou pour se relaxer, il fait énormément de plongées sous-marines. C'est presque pour lui une méditation, en fait. Donc, il passe du temps dans les coraux, il adore les fonds marins, il est très investi dans la protection des océans, et il a vraiment besoin de ça pour faire le vide. Donc, vous voyez, en fait, déjà la nature dans la performance, elle apporte déjà beaucoup de choses dans le lâcher-prise. Je pourrais d'ailleurs vous donner un des exercices qui figure dans mon dernier livre, qui est vous installer simplement dans un banc, un banc, pardonnez-moi, et vous éloignez votre écoute progressivement. C'est-à-dire, d'abord, vous allez écouter... Vous allez vous concentrer pour écouter les bruits qui sont dans le lointain, puis progressivement ceux qui sont de plus en plus près. Et ça donne une plénitude, ça donne une connexion avec l'univers, ça donne vraiment cet ici et ce maintenant. Alors maintenant, on pourrait effectivement, comme vous l'avez suggéré, enchaîner sur comment est-ce que la nature fait progresser dans le sport. En quoi est-ce qu'elle peut être source d'inspiration ? En quoi est-ce qu'elle peut apporter de la performance en dehors de cette plénitude? Alors, là, on rentre dans le biomimétisme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire là le côté purement technique. Voilà. On rentre dans un sujet technique, mais comme je voulais aussi faire une passerelle avec notre émission de demain, je ne peux m'empêcher de vous expliquer qu'en fait que la carrière d'un Mike Tyson a basculé le jour où quelqu'un s'en est pris à un de ses pigeons. Parce que figurez-vous que Mike Tyson... élève des pigeons. Élever des pigeons, c'était ses amis. Il a eu une enfance très très difficile. Et là, on est dans le Bronx, il élève ses pigeons. Et tout d'un coup, un jour, il y en a un qui l'égorge devant lui et qui lui jette le sang de ce pigeon. Et là, il est tellement marri de voir ce qui se passe qu'il balance son premier poing dans la figure à quelqu'un et il le met KO net, ce qui lui donnera effectivement cette envie de faire de la boxe. Autre exemple, c'est un peu compliqué à prononcer, mais vous avez entendu parler du MMA. Si vous prenez le champion du monde qui s'appelle Nurmagomedov, eh ben, figurez-vous que lui, il s'entraînait avec des ours. C'est-à-dire qu'en fait, très jeune, il avait un copain ours qui avait sa taille. Pardon, et pour pouvoir... Mais oui, mais c'est la vérité. Pas un ours, comme dirait ma fille, mais c'est un ours pour de vrai. Non, mais c'est un ours, un vrai. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'au contact de ces animaux, au contact de cette nature, il y a quelque chose qui se passe dans le psychisme d'un être humain. Au-delà de vouloir l'imiter, il y a d'abord quelque chose qui se Exactement. On a reçu Lionel Torres, qui est champion du monde de tir à l'arc. Rappelez-vous comment lui, il appréhendait le vent. Parce qu'il s'était entraîné derrière des peupliers, etc. Donc,
d'entrée, lui, il vient d'une région vantée. Donc, le vent, ça lui parle et ça lui a permis de devenir champion du monde parce que sa compétition avait lieu le jour où il y avait du vent. Du vent, justement. Je voudrais vous parler de Stéphane Houdet, avec lequel j'ai beaucoup collaboré, qui est multiple champion vainqueur de Grand Chelem en sport paralympique. Il a gagné plusieurs fois Roland-Garros, Flushing Meadows, etc. Stéphane a eu un accident de moto, il a perdu une jambe. Et il m'expliquait que lors d'un Grand Chelem qu'il a gagné contre son éternel rival japonais, il avait beaucoup étudié le vent, le soleil, et ils ont droit d'au rebond en paralympisme, en tennis. Et à un moment donné, à un tournant du match, il comprend il a le vent dans le dos, et il change totalement son style pour pouvoir jouer avec ce vent-là. Et il n'avait jamais battu ce japonais, et il finit par le battre, notamment en s'appuyant sur ce vent, etc. Plus globalement, ma chère Marie-Ange, la nature. On pourrait faire un parallèle avec le terrain de jeu, le terrain de chasse. Quand vous voyez Rafael Nadal, et ce sera l'un de nos sujets, qui arrive en balayant le cours du fond, en posant ses bouteilles très précisément avec tout son rituel, etc. On va y consacrer une émission. On va y consacrer une émission. On peut dire quand même que c'est un territoire de chasse. Vous voyez, au même titre que lorsqu'on sortait des grottes avant de chasser, on faisait des chants, mais surtout, on humait la nature. On essayait de voir d'où venait le vent, d'où venait le soleil, qu'est-ce qu'il y avait derrière les forêts qui encombraient notre vue, est-ce qu'on entendait des cris d'animaux, etc., etc. Donc tout ça, c'était des choses extrêmement importante où la nature a interféré. Même chose dans le rugby. On aura bientôt une émission où on aura un des spécialistes du rugby lorsqu'on va parler du haka. Est-ce que vous savez pourquoi les Fidjiens et pourquoi certains Néo-Zélandais sont ce qu'on appelle des ailiers virevoltants qui sont capables de faire des crochets incroyables? Non, une histoire de vent aussi? Non. Et figurez-vous qu'ils ont toute leur vie marché pieds nus sur le sable et qui grimpaient au cocotier. Et lorsque vous grimpez à un cocotier, l'importance du petit doigt de pied en préhension est très très importante. Incroyable. Ce qui fait qu'ils donnent des appuis incroyables pour changer de direction. Donc vous voyez, les exemples ne manquent pas. Et bien évidemment, là il y a un sujet. J'espère que je vais vous faire rêver avec, puisque on entendait la bande son des dauphins. Absolument. Revenons à notre sujet. Non, mais c'est quand même notre sujet, parce que vous voyez, la nature est très présente. Et là, on va donc parler effectivement de la natation ouais. et de l'influence des dauphins sur des champions absolument iconiques comme Michael Phelps ou Popov. Alors, tout commence en fait, figurez-vous, en 1973. Vous avez un chercheur qui s'appelle Kolmogorov, un chercheur russe, qui lui est un scientifique dans un laboratoire militaire à Sébastopol, et il cherche comment améliorer la vitesse des sous-marins militaires en étudiant les dauphins. Il va y consacrer 10 ans de travaux, pour un gain quand même de 40% de vélocité de ces sous-marins. Le département est laissé à l'abandon, ça je n'ai pas trouvé l'explication, mais il se trouve qu'il est copain avec un type incroyable qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Marc Touretsky. Et Touretsky, en fait, qui était le coach à vie de Popov, c'est un type qui était absolument passionné de natation et qui s'est dit, mais moi, je ne suis pas pour les entraînements conventionnels. Et je vais vous lire les extraits d'un de mes livres, mais pour vous compreniez, après on enchaînera sur le champion des champions, qui est Michael Phelps, qui est entraîné d'ailleurs par le même entraîneur que Léon Marchand. Léon Marchand, notre futur champion, nous l'espérons, qui, comme de par hasard, vient d'un club toulousain qui s'appelle... comment ça? Les Dauphins du Toec. Non. Si, il vient d'un club qui s'appelle les Dauphins. Non, mais c'est pour ça que ça s'appelle les Dauphins ou pas? Il faudrait un jour lui poser la question. Mais non, mais c'est dans votre rêve, vous m'emmenez là. Non, je ne mens pas. Très loin sous les mers. Tout est lié. Donc revenons à Touretsky, qui est donc le coach d'Alexandre Popov. Il est passionné de mécanique et de mouvement. Ouais. Plutôt que d'imposer des longueurs de nage en bassin, le premier jour d'entraînement est consacré à la marche en montagne pendant 3 heures. Sans blague. L'après-midi, il y a un échauffement dans l'eau en se passant un ballon de basket avec simplement très peu de 3000 mètres de nage, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux champions de l'époque. Le jour suivant, il fait faire 8 heures d'escalade dans la montagne sans pause, suivi de descente rapide. Chez lui, on ne soulève pas de la fonte. On est un peu comme Rocky 3. On soulève des bouts de bois ou on court après des poules pour s'entraîner. Il n'y a pas de musculation. Il y a bien sûr des abdominaux. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué, Touretsky, dans la nature? Il a remarqué que les chevaux, les cerfs, les lions et les autres quadrupèdes développent la même fréquence de galop à toutes les vitesses.
Ils accélèrent simplement en allongeant leur foulée, pas en les effectuant plus vite. Il fait donc de l'amplitude l'élément critique de sa formation initiale. Wow. Et c'est comme ça qu'il s'inspire de la nage des dauphins. Alors que la plupart des autres entraîneurs développaient une forme de tolérance physique de leurs athlètes en répartissant les charges d'entraînement sur plusieurs années, lui, sa position, c'était, puisque l'eau est un milieu si fuyant et insaisissable, il devient judicieux de choisir la voie de la moindre résistance plutôt que de se livrer une bataille quotidienne contre un mur infranchissable. C'est presque une danse, hein. C'est une espèce de définition de la danse que vous êtes en train de nous... Et Touretski fixa à Popov de ne mettre l'accent ni sur le volume nagé, ni sur son intensité, mais plutôt sur sa justesse. C'est quand même à la clé 15 titres européens, 4 titres de champion olympique et 2 titres mondiaux. Et j'en arrive donc à la star des stars. Notre Phelps. Notre Phelps national. International, même. Et là, en fait, d'ailleurs qu'on surnommait le monstre aquatique. Ouais. Alors, en dehors de prédispositions totalement naturelles qu'il a sur son amplitude, ses grands bras, etc., on a voulu comprendre pourquoi ce gars-là gagnait tout le temps. Lui qui s'entraînait 365 jours par an. Ouais. Bah j'imagine comme tous, non? Oui, c'est ce qu'a fait Léon Marchand, j'imagine, puisqu'ils ont le même entraîneur. Il y a quand même une force de travail, vous avez raison. Mais si je reviens à Touretski avec Popov, j'ai oublié un détail qui était très intéressant, c'est lorsqu'il l'amenait en montagne, il l'amenait près des rivières et il lui faisait regarder la nage des saumons. Il dit « Regarde comment fait le saumon pour se faufiler dans l'eau ». Et c'est là où on en vient. C'est pas la peine de vouloir résister et faire de l'eau un obstacle. Comment est-ce qu'on peut jouer avec l'eau? Et qui mieux pour le montrer que des animaux subaquatiques comme les dauphins, les requins. C'est les ondulations, les micro-ondulations, etc. qu'il faut observer, effectivement. Alors, intéressant. Et alors? Le premier exercice qu'on fait faire à Michael Phelps, c'est qu'on lui met une ceinture... Fais le saumon. Oui, bon. Non mais on lui met une ceinture de 8 kilos autour de la taille, il est dans l'eau, donc bien évidemment, il coule, il faut que sa tête dépasse pour qu'il puisse respirer, et il doit absolument rester très longtemps en surface en faisant des battements, mais des ondulations verticales, vous voyez, imaginez la scène, vous êtes dans une piscine avec un poids, les mains en l'air, Oui, il n'a pas le droit d'utiliser les mains, uniquement, c'est une très bonne précision, je vous remercie, juste sa tête dépasse, et il doit battre son corps, etc., pour pouvoir rester. Et il va onduler... Comme une sirène, en fait, finalement. Exactement. On n'est pas à Copenhague, là, on est aux États-Unis, mais il doit rester verticalement et respirer à la seule force de ses jambes. Puis, il va aller au fond de l'eau pour prendre appui, et il doit remonter à toute vitesse avec les bras relevés. En fait, il va s'inspirer du fouet, vous voyez, des ondulations d'un fouet, par exemple. C'est un peu le même principe. Je vais onduler avec tout mon corps, mais je vais faire de telle manière que ma tête, le haut de mon corps et mes bras, eux, restent totalement immobiles. Je vous expliquerai après pourquoi, par rapport aux incidences que ça aura sur le frottement sur l'eau. Déjà, dans cette première étape, est-ce que vous avez une remarque ? C'est vrai que, à part penser à la petite sirène, ça nous fait penser, comme le disait Cédric, derrière cette vitre, il a raison, parce que je suis aussi assez amatrice de natation synchronisée, mais c'est vrai que ça nous fait penser à ces danseuses, parce que souvent des femmes, des danseuses de l'eau. Enfin, maintenant, ça se mixe, d'ailleurs, c'est mixte maintenant, voilà, c'est ouvert aux hommes. Mais c'est vrai que ça fait vraiment penser à ces mystérieuses nageuses de l'eau, enfin danseuses de l'eau, qui ondulent, on ne sait comment, on a l'impression que c'est très léger, que ça se meut tout seul, que c'est fluide, mais... Mystère. Comment font-elles? Alors, c'est une question de muscle, j'imagine. Bien sûr, c'est une question de muscle. C'est une question aussi de portance. Donc, il y a aussi il y a aussi Archimède. Tout le poids déplacé subit une pression de bas vers le haut égale au poids du volume déplacé. Oui, sauf que dans l'eau... Donc, vous parliez des bulles. Alors, les bulles, c'est le gros danger en natation. Parce que qui dit bulle dit que vous perdez en fait de la vitesse. Ça, c'est un truc de commando, ça. Donc ça, c'est pour pas être repéré. Ouais. Là, oui, mais bon. Oui, mais là, je vous parle de la vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, si on compare deux nageurs qui sont très très forts, et d'ailleurs, il y a eu des caméras d'installer dans les bassins pour se rendre compte de tout ça, on se rend compte qu'en fait, déjà, que Michael Phelps fait très peu de bulles au niveau de ses bras. D'accord. Lorsqu'il va le faire un virage, il va s'inspirer de cette technique du dauphin. C'est-à-dire qu'en fait, que ça soit au départ ou lorsqu'il va virer, il va rester
15 mètres sous l'eau, alors que les autres restent en moyenne 5 à 6 mètres sous l'eau. Mieux, au lieu de rester sous l'eau, si vous voulez, à l'horizontale, il va plonger à 45 degrés après un virage. Pourquoi ? D'abord pour éviter cette couche de bulle de 50 cm qui est là avec le frottement des autres nageurs, etc., les mouvements des autres nageurs. Et quand vous allez vers le bas, il va réaccélérer en allant vers le haut. Et ça va lui faire gagner des centièmes de seconde, des millièmes de seconde, de manière absolument incroyable. Ce sera le mot de la fin ? Non, magique. j'ai un dernier truc à dire. Il s'est aussi inspiré du battement des cormorans. Vous savez, les cormorans, lorsqu'ils ils nagent une patte après l'autre. Dès qu'ils voient une proie, ce sont les deux pattes en même temps qui bougent. Ils accélèrent et ils chopent la proie. Et c'est exactement le secret de la natation olympique, dont s'inspire effectivement Léon Marchand maintenant, et dont est devenu maître des gars comme Popov et des gars comme Michael Phelps. Écoutez, dimanche prochain, j'essaierai de m'y colter à cette histoire de nage du saumon. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous, ma chère Marie. Et à demain, évidemment. À demain.